Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de l'année 2024. Pour ce 32e épisode, on a décidé de tourner notre lanterne vers un métier particulier, accompagnant ou accompagnante d'élèves en situation de handicap, AESH. Le sujet concerne énormément d'enfants, et surtout de plus en plus d'enfants, puisque le nombre d'élèves autistes ou en situation de handicap scolarisés a connu une croissance exponentielle depuis la loi du 11 février 2005. Cette loi, dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental. Nous l'évoquerons au cours de l'épisode. Croissance exponentielle du nombre d'élèves handicapés ou autistes scolarisés, donc, que ce soit dans le public ou dans le privé. Quelques chiffres grosses mailles pour résumer la situation en France. En 2005, on avait environ 135 000 élèves handicapés ou autistes scolarisés dans le cadre dit ordinaire. Et près de 20 ans après, on est passé à 450 000 élèves handicapés ou autistes scolarisés dans des écoles ordinaires. L'augmentation est de plus de 130% dans le primaire et de plus de 470% dans le secondaire. Voilà pour les écoles dites ordinaires, la majorité des élèves concernés sont dans des classes ordinaires et à peu près un quart sont en ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Parmi cette masse d'élèves, les 450 000, on trouve plus de 45 000 autistes, soit 10% du total. Le chiffre des élèves handicapés ou autistes scolarisés dans des établissements spécialisés est quant à lui resté stable sur 20 ans, autour de 77 000 chaque année. Mais l'ambition de la loi de 2005 et sa traduction dans le réel a révélé un immense besoin en équipement adapté, en accès pour les personnes à mobilité réduite et en accompagnant ou accompagnante dans le cadre scolaire, et c'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. En France, une AESH, anciennement nommée auxiliaire de vie scolaire, AVS, est une personne s'occupant de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et de l'aide à la scolarisation d'enfants en situation de handicap ou présentant des caractéristiques invalidantes dans des classes spécialisées ou dites ordinaires. Alors tout au long de l'épisode, on dira une AESH parce que le métier est largement dominé par des femmes à plus de 93%. Pour nous éclairer sur le métier d'AESH, nous avons fait le choix de repartir dans un département particulier où nous avons déjà réalisé plusieurs de nos épisodes, le 93, la Seine-Saint-Denis, car il illustre par ses difficultés les défis qui sont posés sur ce sujet. Pour ne citer qu'un chiffre, on estime qu'il faudrait recruter, rien qu'en Seine-Saint-Denis, plus de 2000 AESH pour répondre comme il se doit aux besoins de recouvrement sur le territoire pour accompagner les élèves autistes ou en situation de handicap. Le chiffre donne un peu le vertige. Nous avons donc tendu le micro le 13 novembre dernier dans la commune de Romainville à Malika, AESH depuis 2015, mère d'un enfant handicapé, et à Charlotte, enseignante en primaire depuis 2002, également mère d'un enfant autiste. Vous allez le voir, la discussion avec nos deux interviewés a permis de brasser large, à la fois sur le métier, le statut, le revenu, les conditions de travail des AESH, mais aussi sur les procédures, un vrai parcours du combattant, permettant à un enfant autiste ou handicapé de bénéficier d'une AESH. La conversation a même dévié naturellement sur le regard que nous portons, individuellement et collectivement, sur les personnes handicapées ou autistes, et sur la place donnée aux personnes handicapées ou autistes dans le cadre scolaire. Ce sujet dit quelque chose de la dimension systémique du validisme dans notre société. Nous revenons au cours de l'épisode sur cette notion de validisme. Sans plus attendre, je donne la parole à nos deux intervenantes du jour. On ouvre l'épisode avec Malika, qui nous explique depuis combien de temps elle fait ce métier, ce qui l'a motivée à devenir AESH, et nous résume en quoi il consiste. Charlotte prend ensuite la parole pour se présenter également et nous parler de son engagement sur le sujet. Très bonne écoute! Alors je fais ce métier depuis 2015. J'ai aussi un enfant en situation de handicap. Et j'ai commencé à faire ce métier à mon tour d'aider d'autres enfants en situation de handicap. Voilà. Du coup, c'est une reconversion, tu faisais pas ce métier-là. Non, j'étais dans la restauration.
Est-ce que pour des gens qui ne seraient pas du tout familiers du sujet, tu peux expliquer en quoi ça consiste exactement? Ce métier consiste à accompagner les enfants, être dans la classe, être auprès de lui, de le sociabiliser avec les autres camarades, de le mettre au travail. Comment je pourrais Dans des conditions, dans des bonnes conditions. Oui, voilà, dans ses apprentissages, de lui faire répéter les consignes que l'enseignante lui dit et qu'il n'a pas compris parce que tout enfant ont des pathologies différentes. On est là pour les booster entre guillemets, de façon qu'ils fassent le travail comme les autres. Pour certains enfants, ils ont des pertes de mémoire, et ils ont des évasions et on essaye de les remettre, de les raccrocher tout à fait. Alors moi, je suis enseignante depuis 2002 et je suis maman d'un jeune garçon autiste. Donc la question du handicap, c'est une question qui me touche particulièrement. D'autre part, dans nos classes à l'école, on a quand même de plus en plus d'élèves handicapés depuis la loi de 2005. Ce que moi je trouve absolument indispensable et positif parce que Tu peux dire un mot sur cette loi du coup? Alors la loi de 2005, l'objectif c'était de faire en sorte que tous les enfants puissent aller à l'école. Et les enfants handicapés aussi, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient exclus du système scolaire. Maintenant, comme souvent, c'était plutôt une déclaration d'intention, puisque aucun moyen concret n'a été mis derrière, rien n'a été pensé pour ça. On y reviendra après du coup sur le fond. Donc on a de plus en plus d'élèves handicapés ou d'élèves à besoins spécifiques. On n'a pas beaucoup de moyens. L'idée, c'est donc d'essayer de faire mieux et de revendiquer ce qui nous manque pour faire bien. C'est un peu ça, parce qu'il reste encore plein d'enfants qui, malgré tout, restent exclus du système scolaire classique. Le 6 février de cette année, avec d'autres enseignantes, avec des AESH, des parents d'élèves, tu étais à l'initiative d'une réunion qui s'est tenue à l'hôtel de ville. Alors en fait, l'idée, c'était justement de recenser les difficultés. Sur Romainville, l'année dernière, seuls 41% des besoins en AESH étaient pourvus. Alors, c'est un peu le cas dans plein d'autres endroits en France, mais c'est particulièrement prégnant quand même dans le 93 et à Romainville. Et l'idée, c'était de créer une mobilisation collective, car souvent, les luttes, elles se font les uns les unes sans les autres. Et parfois aussi, les parents qui sont très au courant des lois, qui ont les codes, etc., vont porter plainte au tribunal administratif pour la situation de leur enfant, réussir à obtenir une AESH, mais dans ces cas-là, quand la lutte n'est pas collective, on va chercher une AESH qui est dans une autre école et qui accompagne un autre élève pour le mettre dans cette situation-là. Donc il y a vraiment nécessité à construire une action collective avec tous les partenaires de l'école. Et là, on va faire un petit focus sur le métier même d'AESH, le statut, les conditions de travail. Malika, est-ce que déjà tu peux nous expliquer comment on devient AESH en termes de formation? Alors moi, à l'époque, en 2005, on a commencé par un contrat CUI d'1 an, toujours en CDD. Ensuite, on nous a fait signer un contrat de 2 ans, toujours en CDD, renouvelable. Un autre contrat ensuite qui vient de 3 ans et un autre contrat de 3 ans. Et en septembre 2024, donc signature du CDI, la titularisation. Il y a une formation pour ça ou... On n'a pas été formé, puis on n'a pas de formation vraiment... Concrètement, on dépose une candidature à l'éducation nationale? Oui, Comment ça se passe? à mon époque, on ne demandait pas le bac. Ils nous posaient 2-3 questions et si on répondait bien, on était recrutés. Quel que soit le niveau après scolaire dans lequel tu vas travailler? Oui, tout à fait. C'est toi après qui demande à travailler en maternelle? On nous demande si on veut aller en maternelle ou en élémentaire ou au collège ou au lycée. Mais moi, vu mon niveau scolaire de l'époque, j'ai préféré vraiment la maternelle puis le primaire. Alors, je voulais compléter. Alors, c'est vrai que les noms ont changé tout au long des législations différentes. Il y avait les QI, CUI, le métier s'appelait AVS. Donc, il y a eu tout un tas de transformations au fur et à mesure, avec effectivement un métier excessivement précaire au départ,
et qu'il est toujours énormément, même si aujourd'hui il y a des CDI qui sont possibles. Mais c'est vrai que là, ce que tu racontes, c'est on enchaîne les CDD Oui, tout le exactement. temps. Donc c'est précarisant pour la personne elle-même et vis-à-vis des élèves qui sont accompagnés, ça laisse une incertitude. Alors au départ, effectivement, comme tu l'as dit Malika, il n'était pas nécessaire d'avoir le bac, ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut le bac. Okay. Voilà, c'est le diplôme qu'on demande. Souvent, c'était des annonces dans Pôle emploi. C'est comme ça que plein d'AESH ont été recrutés. Aujourd'hui, on peut adresser sa candidature, mais je pense que ça apparaît toujours dans Pôle emploi. Ensuite, il y a un entretien. Il y a 2 jours de formation, je crois, quelques heures, enfin ça dépend de la situation et de l'urgence. On a 2 formations, mais les 2 formations qui proposent après le recrutement et la signature du contrat, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans l'année ou dans l'année suivante. Combien même 48 heures, c'est une misère. Ah oui, c'est une misère, mais on les fait pas, on nous les propose pas, parce que moins on sera absent, mieux c'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et les difficultés, c'est qu'effectivement, il y a des AESH pleines de bonne volonté, qui ont envie de faire ce métier, mais qui se retrouvent à devoir accompagner des élèves pour des compétences scolaires qu'elles n'ont pas. Et ça, c'est très violent à la fois pour elles-mêmes, parce que Tout à fait, oui. elles ont envie de faire leur métier, mais on ne leur donne pas la possibilité de le faire correctement. Et en même temps, c'est une forme de mépris pour les élèves, pour tout le monde, quoi. Donc, même si théoriquement, les AESH, elles ne sont pas là pour apporter une aide comme un professeur, une professeure pourrait le faire. C'est un accompagnement qui, normalement, est guidé par ce qu'on appelle le GEVASCO. Le GEVASCO, je ne sais plus ce que veut dire le sigle, mais à l'Éducation nationale, on aime beaucoup les sigles. Oui, Donc, tout à fait. On a fait un autre podcast là-dessus, c'est très très choquant. voilà. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités, mais en gros, on remarque une élève en difficulté, on discute avec l'équipe du RAZ, Réseau d'aide aux élèves en difficulté, et là, il y a plusieurs possibilités. Soit la famille a déjà fait des démarches et on sait que c'est un enfant qui est porteur de handicap, soit c'est pas le cas, et là on essaye de mettre en place des bilans ou de faire des premières demandes pour la MDPH. Dans les dossiers MDPH que doivent réaliser les parents, pour la partie école, le GEVASCO est un document obligatoire. Ce document, il est fait lors d'une réunion de l'équipe éducative spécialisée avec ce qu'on appelle l'ERZE, qui est un peu, on va dire, le responsable du handicap sur une zone qui est très très large et qui va être le responsable des AESH aussi. De l'éducation nationale. Au titre de l'éducation nationale. Donc lui est là, l'enseignante de l'élève est là, la direction, souvent la psychologue scolaire et les parents. Et là, on va lister les difficultés, les besoins. L'enseignante, elle aura rempli une partie bilan de compétences de l'élève, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on va essayer de lister les besoins de l'enfant, à la fois pédagogiques, mais aussi d'accompagnement. Et c'est là que dans la conclusion, il va y avoir la reconnaissance de l'école d'un besoin d'AESH et le rôle qu'elle aura. Le rôle, ça peut être de répéter la consigne, d'écrire à sa place, de le ressolliciter, de lui montrer les lignes. Donc il va y avoir tout un accompagnement spécifique qui doit être spécifié normalement dans le GEVASCO. Souvent en élémentaire, comme les élèves ne maîtrisent pas encore l'outil informatique, il y a des AESH qui écrivent pour les élèves, et une fois qu'ils ont la formation avec l'ergothérapeute pour passer à l'ordinateur, au collège, ils passent à l'ordinateur. Ouais. Et du coup, ensuite, ce GEVASCO, il est envoyé à la MDPH avec le dossier. Alors, tu peux juste, ceux qui ne connaissent pas, dire le sigle MDPH, qu'est-ce que c'est ? La Maison départementale des personnes en situation de handicap. Juste résumer en 3 mots ce que c'est. C'est l'organisme, je vais appeler ça, l'organisme de l'État qui est départementalisé, qui va notifier toutes les aides pour toutes les personnes handicapées, puisque ça concerne les adultes, les enfants. C'est là qu'il va y avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés, toutes les aides financières, les adultes qui ont l'AAH qui leur permet de vivre, c'est la MDPH. Donc en fait, la MDPH, elle est centrale pour tout ce qui concerne, qui va être apporté aux personnes handicapées. Une fois que la MDPH reçoit ce GEVASCO et le dossier, elle va notifier une décision qui sera « oui, cet élève a besoin d'une AESH pour tant d'heures ou d'une AESH partagée, etc. etc. »
par rapport aux besoins qui étaient notifiés sur, moi j'appellerais ça GEVASCO, le livret d'accueil d'adaptation, quoi. Et ensuite, théoriquement, une AESH et une enseignante sont censées travailler ensemble, l'enseignante prenant en charge la partie pédagogique, l'AESH, toutes les adaptations et les outils qui peuvent être mis en place. Mais il faut une grande communication entre elles deux pour savoir qui fait quoi. Or, les enseignantes ne sont pas formées pour travailler avec les AESH et ne savent pas comment ça fonctionne. Les AESH n'ont pas de temps de préparation avec les enseignantes. Et du coup, sincèrement, on bidouille. c'est vraiment ça. Du coup, je continue avec toi, Charlotte. En gros, là, tu viens de nous brosser un peu le parcours pour permettre peut-être qu'un enfant soit accompagné par une AESH. En gros, du moment où tu as identifié un handicap et où il va y avoir un portage pour un dossier auprès de la MDPH et le moment où l'AESH va arriver dans la classe, il peut se passer combien de temps? Alors déjà, nous, les enseignantes, on ne pose pas du tout de diagnostic. On peut dire, il y a une situation qui me questionne, ensuite il y a un travail de la psychologue scolaire, les parents vont aller faire des tests ou les ont déjà fait, voilà, ça dépend. Alors là, le temps dépend de la MDPH. La MDPH 93, il y a beaucoup de temps d'attente, il y a un temps théorique et puis il y a la réalité. En général, c'est 5-6 mois entre le fait de déposer un dossier et la notification, en sachant qu'il faut avoir le GEVASCO, que pour avoir le GEVASCO, il faut avoir fait la réunion avec l'ERSEP, que parfois on met plusieurs mois à l'obtenir, et qu'en plus les parents sont censés remplir ce dossier, apporter des bilans, aller chez le médecin. C'est un dossier qui fait plusieurs dizaines de pages et qui est excessivement compliqué à renseigner. Pour les parents qui ne maîtrisent pas la langue, qui maîtrisent peu les codes et l'écrit, c'est vraiment dans ces cas-là, hyper concrètement, compliqué. si on est dans le 93, c'est peut-être des situations qui se produisent plus que dans Paris Intramuros, par exemple. Concrètement, dans ce cas, qui remplit le dossier? Est-ce que toi, ça t'est arrivé de remplir des dossiers pour la MDPH en appui des parents ou quelqu'un d'autre dans le corps éducatif? Alors moi, je ne suis pas censée le faire, mais ça m'est arrivé de proposer mon aide parce que comme je suis aussi maman concernée, je sais de remplir un dossier MDPH, je le fais pour mon fils. Ça se renouvelle chaque année ou... Tous les 2 ans. D'accord. Donc en plus, on doit recommencer tous les 2 ans. Anticiper. Donc ça m'est arrivé de le proposer, parfois les psychologues scolaires peuvent le proposer aussi. Maintenant, elles sont quand même sur beaucoup d'écoles et très très prises. Il y a des CMPP qui le proposent aussi. Il y a des endroits dans certaines mairies, CCAS, etc., où on peut proposer l'aide aux personnes. Encore faut-il qu'on soit au courant, qu'on peut aller dans ces endroits-là. Donc, ça retarde quand même plein de situations pour plein d'élèves. Sans compter que si la notification, elle arrive en cours d'année, il n'y a pas d'AESH. Oui, en fait, ça peut tenir à peu de choses. De toute façon, c'est compliqué. Mais il y a des situations où on attend urgemment la présence de l'AESH, le dossier a été fait, a été envoyé, les mois s'écoulent. Et ça crée des situations extrêmement complexes pour l'enfant en premier lieu. Quand on remplit le dossier de la MDPH, il y a plusieurs choses qu'on peut demander. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, la MDPH ne donne rien si on ne l'a pas demandé. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on a le droit de demander. Moi, dans mes premiers dossiers, il y a des choses que je n'avais pas demandées auxquelles j'avais droit. C'est plein de choses. Ça peut être une carte priorité pour ne pas faire la queue, ça peut être une carte stationnement, ça peut être une allocation pour aider à payer les accompagnements, ça peut être un ordinateur pour accompagner l'enfant. Enfin, il y a toute une somme de possibilités dans les aides qui sont proposées. Des aides pour employer une personne qui aiderait notre enfant. Il y a ce qu'on appelle aussi le CESAD qu'on peut demander, qui est du coup une structure qui recouvre plusieurs professionnels, orthophonistes, psychologues, ergo. Du coup, quand l'enfant il obtient le CESAD, c'est une équipe pluridisciplinaire qui accompagne l'enfant mais qui communique et qui se déplace sur les lieux de vie de l'enfant. Dit comme ça, ça a l'air très chouette. C'est super chouette. Maintenant, il y en a dans le 93 ou à Romainville ou... Il y en a, mais déjà c'est dur d'avoir la notification et quand on a la notification, il y a 1 an, 2 ans d'attente. Donc en réalité, on met en place d'autres stratégies. Moi, j'avais obtenu le CESAD pour mon fils la première année.
pour vous montrer en fait l'incohérence. J'avais obtenu le CESAD de Saint-Denis parce qu'il travaille sur l'autisme. J'ai donc appelé, on m'a pas répondu, j'ai écrit pour envoyer la notification et être dans la liste d'attente. Je crois qu'on a mis plusieurs mois à me répondre que ça dépendait de là où on habite, donc que je n'ai pas dans la zone de Saint-Denis. Là, j'ai écrit à la MDPH, j'ai appelé la MDPH pendant des mois et des mois, je leur ai envoyé des courriers, je n'ai eu aucune réponse. Au final, ça faisait 2 ans, il fallait que je renvoie mon dossier. En fait, entre-temps, nous, on avait trouvé des personnes pour s'occuper de notre fils. Il était habitué à ces personnes-là. On n'allait pas tout changer sans savoir en plus qu'on allait obtenir. Donc en fait, théoriquement, c'est ce qu'il faudrait en fait, partout, tout le temps. Avant, sur notre école, on avait une classe Ulysse handicap moteur. Et on avait des personnes du CESAD qui venaient le midi pour masser les enfants, pour les manipuler, donc là, c'est sur les lieux de vie de l'enfant. C'est carrément génial, hein. Et puis c'est complètement pris en charge. Il n'y a pas d'avance financière, etc. Donc en fait, c'est ce qu'il faudrait partout, tout le temps. Voilà. Mais ça n'a pas duré, tu disais avant. Parce que en fait, l'Ulysse moteur, elle a été déplacée dans une autre école, puisque quand même, on avait une Ulysse moteur, mais on n'avait pas d'ascenseur dans notre école. Est-ce que ça arrive, c'est peut-être anecdotique, mais qu'il y ait des parents qui manifestent des résistances à reconnaître que leur enfant il est porteur de handicap? Ah, forcément. Ça, il y a toujours... Alors ça, c'est quelque chose en plus de très difficile à comprendre pour plein de collègues. Il y a plein de collègues qui se heurtent à des parents qui sont, on appelle ça souvent comme ça, dans le déni et qui ne comprennent pas en disant en fait ça va à l'encontre de leur enfant, etc. Et ça crée parfois un peu de tension d'ailleurs. Moi je pense qu'on ne mesure pas la violence que c'est de reconnaître que son enfant est handicapé. C'est très 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 difficile, parfois ça peut prendre beaucoup de temps et je pense qu'il faut comprendre aussi la détresse de ses parents. Parce qu'on est dans une société qui considère le handicap d'une certaine façon aussi. Alors c'est ce que j'allais dire. On est dans une société excessivement validiste et de ce fait, on perçoit le handicap comme quelque chose d'absolument dramatique. Si nous étions dans une société qui envisage le handicap autrement, il n'y aurait absolument pas cette souffrance-là, ni pour les parents, mais ni pour les enfants, ni pour personne d'ailleurs, et on apporterait toute l'aide qu'il faut. Voilà. Donc je pense d'ailleurs que la lutte antivalidiste est essentielle concernant la question des élèves handicapés de l'école. Et là on va revenir en arrière sur le métier d'AESH. Du coup, Malika, tu as parlé tout à l'heure de la formation et de comment est-ce qu'on devenait AESH. Très concrètement, une AESH, ça gagne combien par mois? Moins que le SMIC. Depuis septembre, donc on a signé notre contrat CDI, je suis à 1164 €. Alors oui, parce que tout à l'heure, tu as dit que vous enchaîniez les CDD. Les CDD, là, voilà, j'ai commencé à 640 € à l'époque, net par mois, en 2015 pour un contrat de 20 heures, pardon. Ouais. Tu peux nous décrire un peu tes plages horaires? 8h30 midi et je reprends à 1h30 pour finir à 16h. Par semaine? Par semaine, 24 heures. Par semaine, la semaine complète. Là, tout à l'heure, tu as évoqué une CDIsation en septembre. D'où ça sort cette CDIsation? C'est collectif, ça faisait partie de nos revendications depuis des années, qu'on se mobilisait et avec bien sûr l'intermédiaire des syndicats, enfin le soutien des syndicats avec des députés du 93 à l'Assemblée sur Paris, là, au Sénat. Il y a un moment donné, ils ont pu voir que vraiment que c'était une grosse revendication ainsi que l'augmentation de salaire et que, un peu augmenté, mais nous, ce qu'on voulait à la base, c'est le contrat de 24 heures au SMIC net 1300, malheureusement. Alors, en réalité, il y a une revendication qu'on porte depuis un moment. Le fait de reconnaître les AESH comme des fonctionnaires de catégorie P, payés à temps plein, pour que notamment elles puissent assister aux réunions, aux préparations aussi, etc. Et puis pour qu'on puisse en vivre, en fait. Parce que... effectivement, c'était ce que j'avais vu comme revendication, c'était recrutement massif et de la formation. Exactement. Le salaire, donc SMIC pour 35 heures par semaine, dont 24 heures avec élèves, et titularisation. Voilà, mais du coup, catégorie B, c'est plus que... Enfin, je veux dire, petit à petit, c'est
plus que le SMIC. Oui, C'est-à-dire qu'il qu'il y a une évolution dans les échelons et l'ancienneté, comme pour tout fonctionnaire. Enfin, normalement, parce que là, il y a le gel du point d'indice depuis un moment, mais même avec le gel du point d'indice, avec l'ancienneté, on gravit les échelons, ce qui est normal. Mais en fait, tant que c'est un métier qui ne sera pas vraiment reconnu, qu'il n'y aura pas un statut de catégorie B, qu'il n'y aura pas un salaire qui permette de vivre, enfin, ça paraît évident, et une formation de qualité, on n'arrivera pas, en fait, à fonctionner correctement. Parce que très concrètement, en fait, ça veut dire que quelqu'un qui a AESH aujourd'hui ne peut pas gagner plus que 1100, On est dans la précarité. 1200 euros. Ah non, non. Est-ce qu'une AESH, en théorie, c'est censé s'occuper d'un seul ou d'une seule élève? Alors nous avons été mutualisés dû à la mise en place du PIAL, pôle inclusif localisé. Ça va faire 4 ans maintenant. Mutualisé, c'est-à-dire qu'on doit accompagner plusieurs élèves dans la même journée ou dans plusieurs écoles différentes. Ah d'accord, donc ça, Aussi. maintenant, C'est en place, c'est en place. c'est pas un palliatif. Ah non, non. De droit, vous pouvez... On nous impose, on nous impose, on nous impose. C'est pas que Oui, nous, je formule mal. nous, mais, oui, voilà. Nous, on n'était pas d'accord. Hein. Ça faisait partie de nos revendications, mobilisation contre le PIAL. Hein, Le faire passer, c'est d'une certaine façon acter que de toute façon, on n'arrivera pas à avoir un recouvrement de 100%. Exactement, et c'est pour déjà l'éducation nationale, ça les évite d'un recrutement en masse. C'est-à-dire qu'ils nous divisent, nous, pour pouvoir pallier le manque d'AESH. C'est ça le but du PIAL. En fait, le PIAL, c'est vraiment ça. L'idée, c'était de répartir la misère, quoi. Mais les notifications MDPH ont changé, elles aussi. Avant, il était précisé dans pratiquement toutes les notifications le nombre d'heures nécessaires. 15 heures, 16 heures, 17 heures. Et donc, éventuellement, il était possible qu'il y ait 2 élèves, mais en respectant les horaires. Or, aujourd'hui, souvent, les notifications indiquent AESH mutualisé, il n'y a pas d'horaire. Il y a de moins en moins de précisation d'heures dans les notifications MDPH. Il y a des élèves pour qui c'est précisé, mais de moins en moins. Une indication rapide, etc. Et en plus de ça, de toute façon, même quand c'est indiqué un horaire, on ne les respecte pas parce que c'est pas possible. Ouais. Donc après, on bricole, quoi. Donc après, on bricole. Et l'autre chose que je voulais dire, là, il y a un projet pour changer les PIAL. Et il y a un gros débat pour que ce soit un petit peu plus géré par l'éducation. Parce que certains députés, l'État considèrent qu'en fait la MDPH, elle notifie trop. Là, il y a une commission qui a eu lieu à l'Assemblée, pour la commission de finances, qui a débattu sur les AESH et pris un certain nombre de décisions, etc. Une des revendications, c'est la catégorie B. Et bon, la gauche est plutôt d'accord avec cette histoire de catégorie B, et pour qu'il y ait de la formation et qu'il y ait plus de moyens pour recruter suffisamment d'AESH. La droite, elle, a dit qu'il faut trouver des moyens de faire mieux, mais que ça devait être un moyen financier constant et qu'il fallait que la MDPH, elle arrête de notifier à tout va. Il y a d'autres moyens d'adapter l'école que les AESH. Et donc, ce serait bien que le ministère ait la main mise un peu sur ces notifications-là. Concrètement, comment on bricole pour permettre aux enfants d'être accompagnés alors qu'il n'y a pas une AESH par enfant? Est-ce que c'est une demi-journée pour un enfant, une demi-journée pour un autre? Alors ça dépend les situations. Moi, j'en ai 2 dans la même classe et c'est toute la semaine dans la même classe. Donc je les accompagne tous les 2 dans la même classe. Et il peut y arriver que mes 2 élèves, dans la matinée, ils ont une séance de piscine. Je me permets, enfin, c'est pas dans l'obligation, mais c'est professionnel et c'est dans le bon sens. Je vais dans une classe où il y a un enfant qui est pas accompagné, que je peux l'accompagner au moins 1 heure. Voilà, c'est ce qu'on peut faire et en cas où. Mais en temps normal, quand nos élèves ils sont présents tout le temps, l'enfant qui n'est pas accompagné ou peu accompagné se retrouve la plupart du temps sans accompagnement. Et c'est le cas dans notre école malheureusement. En fait, il y a un bidouillage qui est fait selon les écoles, pour être clair. En général, on a un nombre d'heures notifiées, un nombre de besoins et un nombre d'AESH sur l'école. Il nous en manque. On fait appel à l'ERZ dont je parlais et au PIAL, mais on nous dit que c'est pas possible. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Dans notre école, on a plutôt fait le choix de calculer
combien on avait d'heures d'AESH, et ensuite de faire un pourcentage pour accompagner tous les enfants au prorata des possibilités, mais que du coup, tous les enfants notifiés puissent être accompagnés. Donc on va enlever, par exemple, s'il manque 25%, on va enlever 25% à chaque enfant. L'autre possibilité, il y a pas mal d'écoles qui peuvent fonctionner comme ça, c'est de décider quelles sont les situations les plus urgentes et donc quel élève on va accompagner absolument. Oui, parce que ce que tu décris on retire 25% à chacun, est-ce que c'est faisable, sachant qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins? En fait, alors je dis 25%, c'est des ordres de grandeur. C'est plutôt 40%. Oui, mais en fait, moi, ce qui me pose problème dans la seconde option dont je viens de parler, c'est que, je suis désolée, mais les enseignantes et les directeurs et directrices d'école ne sont absolument pas formés pour savoir quels sont les besoins des élèves. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de handicaps invisibles. Un enfant qui ne dérange pas dans la classe, un enfant qui a des bons résultats, même un enfant qui a des bons résultats, peut être en très grande souffrance et peut avoir besoin de son AESH, même si ça se voit moins. Donc moi, cette solution-là, elle me pose problème à cause de ça. Aucune solution n'est la bonne, évidemment. Mais la solution de faire au prorata, ça permet quand même d'apporter à tous les enfants de l'aide. Mais ça reste toujours déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est ça, malheureusement. En réalité, la situation est inadmissible et on continue à fonctionner avec une situation inadmissible. En réalité, c'est ça. Sachant qu'en plus, il y a des élèves, vraiment ça me scandalise, il y a des élèves qui, parce qu'ils ou elles n'ont pas leurs heures d'AESH, ne vont pas à l'école quand l'AESH n'est pas là. C'est complètement illégal. Quand ça a été discuté, parce que l'adaptation du temps scolaire peut être une notification, une décision pédagogique, etc. Donc, quand c'est décidé comme ça, il n'y a pas de problème. Quand, en revanche, c'est pas une décision, mais c'est parce qu'on manque d'AESH, en fait, ça crée des situations. Il y a des enfants qui vont 2 heures à l'école par jour, où la possibilité de se socialiser est excessivement réduite, et où surtout, les mamans, parce que c'est quand même souvent les mamans, comment elles font pour aller travailler ? C'est pénalisant pour vraiment tout le monde. Et les droits de cet enfant ne sont pas respectés. Parfois, on a l'impression qu'un enfant qui va à l'école, si par exemple il a des possibilités d'apprentissage moindres, on se dit c'est pas de ça dont il a besoin. Il y a des élèves qui peut-être n'apprendront pas à écrire. Ok. Mais en fait, dans certaines situations, l'école, c'est pas juste là pour donner le même niveau à tout le monde. On peut pas attendre la même chose de tous les élèves et de toutes les élèves. Donc, moi, je crois qu'il y a des élèves, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais autistes, non-verbaux, qui peuvent énormément s'enrichir en allant à l'école, ne serait-ce que par la socialisation. Et c'est pas grave s'ils apprennent pas à faire des divisions euclidiennes. Enfin, je veux dire, comment on veut vivre tous et toutes ensemble si en fait on ne permet pas à tous les enfants la possibilité de se socialiser avec les autres et si on les exclut en permanence. Le résultat souvent, c'est que les élèves neurotypiques, les élèves qui ne sont pas handicapés, n'ont pas l'habitude d'être avec ce type d'enfants et après vont être encore plus validistes, vont pas être inclusifs, etc., etc. En fait, c'est un apprentissage collectif pour faire société ensemble, quoi. Un exemple, mon fils en 2009, première année de maternelle, la directrice l'a accepté que le matin et encore j'avais du mal parce que puis il y avait une ADSEN qui faisait partie de la classe pour une petite section, mais il n'y avait pas une autre personne pour accompagner mon fils. Donc c'était la première année que le matin, en 2009. En fait, clairement, aujourd'hui et à l'époque, la scolarisation de certains enfants crée des situations vraiment terribles. Une souffrance qui est pour l'élève lui-même, pour les autres enfants de la classe, pour l'enseignante, pour les parents. Et il y a des situations qui ne sont pas faciles. Et c'est vrai que du coup, il y a des enseignantes qui se disent que la place de certains enfants n'est pas à l'école. C'est pas ce que je pense. Moi, je pense qu'on doit partir du droit des enfants à l'égalité, à l'école. Et il y a quand même maintenant la déclaration des droits des personnes handicapées de l'ONU qui est enfin intervenue et qui dit que tous les enfants doivent avoir le droit d'aller à l'école. Donc je crois qu'il faut partir du droit
et ensuite réfléchir aux transformations qu'on a besoin de mettre en place pour que ce soit possible. Voilà, il y a des pays qui s'en sortent mieux que nous, on doit pouvoir faire mieux. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le 26 février, et ensuite pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, même cette année, le département du 93, il a été marqué par un mouvement de grève, de protestation, de manifestation, d'occupation d'écoles pour protester contre donc, l'état de l'école publique, le manque de moyens sur le territoire et pour réclamer un vrai plan d'urgence éducatif pour le département. Si je ne me trompe pas, vous avez toutes les deux pris part à ce mouvement. Qui n'a reçu, je pense qu'on peut le dire comme ça, qu'une indifférence manifeste, voire du mépris de la part du gouvernement à l'époque. Parmi les revendications, en tout cas concernant spécifiquement la question des AESH, c'était recrutement massif, de la formation, la question du salaire et des amplitudes horaires. Un vrai statut. Le statut, voilà, Une reconnaissance, bien sûr. Et des conditions matérielles décentes pour exercer le métier. C'était quand même un mouvement très spécifique au 93, hein, et c'était assez intéressant, je trouve, de voir aussi qu'il y avait cette question-là de on porte l'école publique là où elle est caricaturalement la moins présente. Ce qu'on a mis en avant pendant ce mouvement, qui est un mouvement très important, qui a été assez atypique et très intéressant, je trouve, parce qu'il a vraiment permis de mettre en mouvement tous les partenaires de l'école. Les parents étaient très mobilisés, les enseignantes, premier, second degré, AESH, etc. Donc, et puis très organisés à la base, avec de l'auto-organisation très forte, donc c'était vraiment très intéressant. On avait un rendez-vous au ministère, malheureusement. Il y a eu la dissolution, il y a eu ces élections, ce rebondissement quand même qui a un petit peu tout chamboulé, puis les vacances. Aujourd'hui, on a tellement de luttes à mener qu'on ne sait plus trop par où commencer, mais quand même, c'était un mouvement important dans la mesure où il y a le choc des savoirs qui concerne toute la France, mais il y a quand même, dans le 93, une rupture d'égalité manifeste. C'est-à-dire que c'est quand même le département le plus pauvre. C'est un des départements où on donne le moins pour l'école, pour le médico-social, pour... c'est affligeant, mais c'est pareil pour les tribunaux de la jeunesse. Il y a eu un mouvement il y a quelques années. C'est nous qui avons le plus de besoins et c'est nous qui avons le moins. Et moi, je ne peux y voir que une forme de tri social, de tri raciste, parce qu'on est effectivement un département où il y a le plus d'immigrés et de personnes racisées et un validisme manifeste. Donc c'est une lutte qui me semble vraiment capitale et qu'il va falloir continuer. Est-ce que tu peux nous parler de l'initiative Handicap vers l'égalité ? En fait, en tant que maman d'un enfant autiste, je me suis rendu compte que vraiment, tout était un parcours du combattant. Qu'il fallait que je me batte en permanence pour tout, et pour faire respecter les droits de mon fils, et pour savoir à quoi il a droit, et pour tout. Et puis alors, on est submergé par un tas de questions, on est guidé nulle part. On nous dit, voilà, votre enfant est autiste, et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, on repart et on ne sait rien. Ce dossier MDPH à remplir, j'ai dû écrire le projet de vie de mon fils. C'est-à-dire qu'au milieu, je dois faire une rédaction pour expliquer quel projet de vie je vois pour mon fils. Enfin, je sais pas, mais c'est hallucinant. Et donc moi, je me suis sentie très isolée, très seule, très fatiguée parfois. Et en même temps, j'ai un caractère comme ça, je suis assez combative. Quand même, je suis enseignante, quoi. L'école, je connais bien, les documents administratifs, je peux me débrouiller avec ça. Donc, j'avais envie déjà de me relier à d'autres parents pour qu'on se soutienne, pour qu'on échange sur nos difficultés, ce qui avait marché, pas marché, etc. Dans un deuxième temps, en tant qu'enseignante, j'ai vu plein d'enfants dans l'école qui auraient eu besoin d'un dossier MDPH, d'une aide financière qu'on appelle l'AEH pour les enfants handicapés, qui auraient besoin je dis n'importe quoi, d'avoir un casque anti-bruit à la maison, un suivi en ergothérapie, etc. Et je vois ces enfants avec rien, ou alors avec très peu, tout simplement parce que les parents ne maîtrisent pas le français, ne connaissent pas leurs droits, ne peuvent pas mener les démarches que
moi je peux mener. J'ai vraiment eu envie de créer une association qui s'adresse pas qu'à celles qui ont les codes, qui ont le temps, qui, comme beaucoup d'associations d'ailleurs de parents, j'ai eu envie de créer une association qui repose sur le lien social et le fait de toucher toutes les populations, quoi. De pouvoir aller dans des quartiers où les parents sont peu organisés, etc., avec l'idée aussi de pouvoir s'organiser, lutter ensemble. Et il y a un autre pan qui était très important pour moi, c'était la question du validisme. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que plein de parents, et peut-être même moi au départ, sont validistes. Alors, je voulais l'aborder du coup dans la foulée de cette question-là sur handicap vers l'égalité, mais du coup, pour les gens qui seraient vraiment pas du tout familiers de la notion de validisme, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est ? Alors en fait, on a des termes racisme, islamophobie, sexisme. Le validisme, c'est un terme qui serait, on va dire, l'équivalent, mais pour le handicap. En sachant qu'il y a plusieurs sortes de validisme. On va dire qu'il y a un validisme de rejet, c'est-à-dire qu'on pense que ce sont des personnes qui doivent être en dehors de la société. Alors pour plusieurs raisons, soit l'excuse c'est qu'elles ont des besoins spécifiques et qu'on ne pourra pas leur apporter dans la société, donc il faut qu'elles soient à côté. Soit c'est plus par eugénisme, il y a certains courants dans l'extrême droite qui sont complètement eugénistes. Mais ça peut... Ce sujet-là, il a été présent un petit peu pendant la campagne présidentielle. Justement, il y avait un candidat d'extrême droite qui, au premier prétexte que tu as évoqué, il n'y a pas les conditions pour les accueillir, ils ne peuvent pas s'adapter, etc. En fait, il y a cette question-là de... là, il y a une différence qu'on ne veut pas voir. Exactement. Et il y a aussi... Et ça fait partie du validisme, et c'est très difficile à déconstruire, le regard de pitié. Le regard... et alors, on a l'impression que ça part d'un bon sentiment. Oh, le pauvre, oh là là. Valoriser la personne handicapée qui va faire un exploit. Oh, mais quel courage. Et en fait, soit on est prise de pitié, soit... Ah, c'est un courage extraordinaire, quoi. On regarde le handicap avant de voir la personne. On regarde le handicap avant de voir la personne. Et l'autre chose aussi qui est terrible, et je pense que ça concerne beaucoup de parents, c'est la volonté de normalisation. Je vais donner un exemple très simple et très clair, je l'espère, pour comprendre. Les autistes, ils et elles sont vraiment accablés par tous les stimuli sensoriels extérieurs. Ça fait partie des choses les plus difficiles à gérer. Ça peut être le bruit, l'odeur, la vue, le toucher, etc. Ça peut être tout en même temps. Le cerveau ne fait pas le tri en plus, donc il s'assaillit toute la journée et c'est très difficile à gérer. Et donc, souvent, ils vont avoir des réactions physiques qu'on appelle des stéréotypies, mais que les autistes eux-mêmes vont appeler des stimes, qui leur permettent de s'autoréguler et de se faire du bien. Alors ça va être se balancer, par exemple. Ça va être avoir un mouvement de main un peu spécifique et répétitif. On voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a plein de parents et d'accompagnants professionnels de personnes autistes qui essayent de gommer ça, pour que l'autisme ne se voit pas. Moi, je veux pas le camoufler, je veux qu'il soit bien. Si pour être bien, il a besoin de se balancer, qu'il se balance en fait. Et c'est ça que je voulais dire par la normalisation. Au lieu d'aider à accepter le handicap par la société, au lieu de favoriser ce qui leur permet d'être bien, on va essayer de gommer. Et en fait, on va avoir cette tendance-là en tant que parents parce que on a envie que notre enfant soit accepté, on a envie qu'il soit bien dans la société, on a l'impression que c'est ce qui va lui permettre de se socialiser. De ce fait, on va avoir une propension très forte au validisme qui part pas de mauvaises intentions, mais qui concrètement pose problème. Il y a plein de professionnels aussi qui se voient comme des super soignants, qui vont apporter d'une manière très médicalisée un remède au handicap comme quelque chose qu'il faudrait guérir. En fait, il y a des choses qu'il ne faut pas guérir. J'ai choisi la psychologue de mon fils parce qu'elle lui a dit « il n'y a rien à réparer chez toi ». Les gens qui sont autour de mon fils, c'est des gens comme ça. Mais pour arriver à cette démarche-là, il a fallu que moi-même je déconstruise plein de choses. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à arrêter à lire ce qui était fait par les spécialistes, mais à lire ce qui était fait par les premiers et premières concernés, les handicapés eux-mêmes,
et à lire leurs revendications. Et je pense qu'en fait, le souci, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de créer cette association, alors je sais pas, on en est au début, on n'est pas forcément toutes d'accord, il y a plein de choses à discuter, mais c'est qu'en fait, finalement, les Andis n'ont jamais voix au chapitre sur rien. On leur demande rien. On a des associations gestionnaires qui discutent avec le gouvernement, des parents qui discutent avec les accompagnateurs et les accompagnatrices, les médecins, etc. Mais jamais on leur demande à elles et eux. Alors qu'en réalité, plein d'entre eux sont capables de dire plein de choses, quoi. Et moi, j'ai commencé à demander à mon fils, alors c'est pas toujours facile, quand même d'offrir un choix, c'est leur vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut aussi que ça passe par là. Alors on me répond souvent, mais il y a des personnes handicapées qui ne sont pas capables d'eux. Moi, je pense que comme on favorise jamais cette expression, effectivement, quoi. Et il y a plein de personnes non verbales qui, en réalité, quand on leur apprend d'autres manières de communiquer, sont capables de communiquer, ont cette possibilité. Le mot capable, il n'est pas terrible, parce que justement, c'est un peu un synonyme de validisme, capacitisme et validisme. Comme quoi, il faut qu'on se reprenne souvent, mais peuvent avoir la possibilité de communiquer autrement. Encore faut-il qu'on puisse essayer de les écouter. L'entretien dévie ensuite sur une discussion autour de la sémantique. Alors le passage n'est pas inintéressant, mais j'ai choisi de ne pas le remettre en entier pour que l'épisode garde une durée digeste, entre guillemets. Pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs écoles sur le choix des appellations, personnes handicapées, personnes en situation de handicap, personnes porteuses de handicap. Mais Charlotte rappelle que les personnes handicapées dans les milieux militants utilisent souvent la formule « les handis ». Il y a une réappropriation du terme en quelque sorte, avec l'usage du substantif et même d'un diminutif. Et à contrario, elle rappelle que les formules longues qui se veulent plus politiquement correctes sont systématiquement employées dans la communication gouvernementale, illustrant bien que son usage n'est pas du tout une garantie d'action ou une bonne foi. Charlotte en profite pour rappeler que l'expression autiste Asperger, qui était encore une appellation officielle jusqu'en 2013 pour qualifier un certain type d'autiste, tient son nom d'un nazi autrichien, Hans Asperger, qui a mené des expériences eugénistes sur des autistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle déconstruit enfin les expressions pathologisantes autour de l'autisme, atteint d'autisme, trouble du spectre autistique, etc. Alors que l'autisme n'est pas une maladie, c'est à peine une manière d'être, un fonctionnement différent. Pour rappel, l'homosexualité à une certaine époque était considérée comme un trouble, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et l'autisme, dont les symptômes sont considérés comme des troubles à notre époque, ne sera peut-être plus demain regardé de la même façon selon l'évolution de notre société. Moi-même, au cours de l'interview, il a pu m'arriver d'utiliser sans m'en rendre compte certaines de ces expressions et évidemment je m'en excuse platement. Moi, ce qui me surprend, et je trouve que ça dit quelque chose aussi de globalement dans notre société, comment c'est une question qui n'existe pas, c'est à quel point les gens qui sont impliqués sur le sujet, c'est des personnes qui sont personnellement ou dans leur famille impactées. Peu de gens s'impliquent dans ce combat. On pourrait l'appliquer au racisme, on pourrait l'appliquer au sexisme, j'en doute pas, mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort sur la question du handicap, et je trouve que ça dit quelque chose aussi du non-regard que la société a sur la question du handicap. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Et nous-mêmes, notre situation personnelle avec nos enfants en situation de handicap, handicapés, les autres personnes ne peuvent pas savoir vraiment la vie d'un handicapé au sein de sa famille. Je parle de l'enfant et pour les parents, pareil. C'est une autre vie. Enfin, entre guillemets, une autre vie, c'est une situation inexplicable pour ceux qui n'ont pas vécu et qui n'ont pas d'enfants. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas... Oui, parce que tout à l'heure, toi, tu disais, Charlotte, que dans le cadre de ton association, il y avait aussi cet enjeu-là de se mettre en lien avec d'autres parents. C'est important, ça, le fait d'avoir ces temps-là entre parents d'enfants handicapés. Je vais répondre aux deux questions, parce que du coup, j'avais des choses à dire. Juste pour répondre à celle-là, au départ, c'est vraiment une association qui a été faite pour les parents. L'idée étant d'être un peu entre pairs, pour pouvoir parler aussi de nos angoisses, se soulager, sans jugement, etc. Parce que c'est aussi important. Puis comme je le disais, on est quand même très, très, très seul, quoi. C'est vraiment compliqué.
Et la deuxième chose que je voulais dire pour répondre à l'autre question, et je pense que c'est une question qui est très importante en réalité. Le terme validisme est très nouveau et aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, très peu de personnes savent ce que ça veut dire en réalité. Je pense que c'est essentiel de le savoir et de s'en rendre compte. Il y a des militants et militantes handi qui ont classé les programmes aux élections présidentielles sur la question du validisme. Ça, tu vois, mais qui c'est ça ? Et en fait, les élections présidentielles qu'on eu là, très très peu d'éléments de programme, même quand on lisait la totalité des programmes, donc très 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 peu d'éléments de programme, certaines quand même abordaient la question, et même dans des organisations ou partis très progressistes, beaucoup de propositions qui posaient problème en termes de validisme et de revendications, qui par exemple ne respectaient pas les droits dont je parlais de l'ONU. La France quand même, elle est taclée par l'ONU parce qu'elle ne respecte pas la désinstitutionnalisation. Aujourd'hui, la désinstitutionnalisation doit être obligatoire dans tous les pays. Alors, juste pour éclairer, le mot désinstitutionnalisation, c'est le fait que les élèves handicapés ne soient pas mis dans des institutions et soient mis dans l'école. Alors, c'est pour les élèves, pour les adultes, un petit peu pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est important. Dernier élément que je voulais apporter, qui me paraît aussi capital à dire, c'est que moi, là, dans l'entretien qu'on vient d'avoir, j'ai peut-être dit plein de bêtises. J'ai peut-être dit plein de bêtises parce que je suis neurotypique. J'ai forcément un validisme aussi fort en moi que j'essaye de déconstruire. Parfois, j'utilise pas les bons mots sans m'en rendre compte. J'apporte pas les bonnes réponses. On est sur un chemin. C'est un chemin, mais je veux dire, je crois que vraiment, il faut qu'on donne la parole aux premières concernées. C'est essentiel et on les entend très peu. En l'occurrence, tu vois, je ne l'ai pas fait dans cet entretien. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait se demander. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont eu une AESH, par exemple. Ça pourrait être intéressant de leur demander leur parcours. Ce sera un autre épisode là-dessus, je te promets. Non, mais voilà. Mais je veux dire, je pense que quand on s'exprime là-dessus, et même quand on se bat là-dessus, il faut garder ça en tête. Je ne sais pas tout. Peut-être que je me trompe. Va falloir vérifier ma manière de parler, les revendications, etc. Et c'est pas facile parce que, notre validisme, il est fort ancré. Notre société, elle est ultra normative. L'école est ultra normative. Donc, on a du mal à sortir des chantiers battus. J'aurais peut-être envie de rappeler que les enfants handicapés qui sont dans les institutions IME, etc., sont celles et ceux qui subissent le plus de violences, proportionnellement. Les personnes handicapées, de manière générale, sont celles et ceux qui subissent le plus de violences, que ce soit psychologique, sexuelle ou physique. De la maltraitance. Une vraie maltraitance. Alors quand je dis ça, j'accuse pas du tout le monde médico-social. C'est pas ça l'objectif. Mais ce sont des chiffres qui existent et qui sont prouvés. Alors on me dit, mais il y a des super IME, etc. Moi, je veux bien. Mais en tout cas, ça existe et je pense qu'il faut l'avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'en IME et dans les institutions, il y a moins d'écoles, en réalité. Et je pense que ça, c'est pareil, c'est important à avoir en tête. La troisième chose, c'est qu'on est limité dans notre imagination par ce qui existe aujourd'hui, par l'école qui existe aujourd'hui. Puis on se dit qu'il n'y a pas de moyens, que c'est pas possible, qu'il y a des profils qui ont trop de besoins spécifiques, etc., etc. Moi, je crois que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Je pense que tout est possible quand on se bat ensemble. Et je pense que faire société, c'est respecter les droits de toutes et toutes et que ça doit être ça notre priorité et pas se poser une question de faisabilité et de moyens. Je veux dire, si aujourd'hui, on n'accepte pas les personnes, les enfants, handi à l'école, et demain, est-ce que ce sera les enfants en difficulté scolaire parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'ils mettent trop le bazar dans la classe, parce que, je veux dire, à quels critères on s'arrête. Après, est-ce que ce sera une question de couleur de peau ? Alors, on me dit que c'est pas pareil. Moi, je pense que c'est la même chose, en fait. On doit partir des droits. Et les droits, c'est que tous les enfants doivent avoir le droit d'aller à l'école, quelles que soient leurs caractéristiques. Voilà. Et je pense que ça doit nous guider dans tous nos combats et tous nos choix.
On arrive au terme de notre épisode. L'interview était assez long et comme souvent, on n'a pas pu partager l'intégralité de l'entretien, il a donc fallu faire des choix dans le rendu final. À titre d'exemple, on n'a pas gardé l'extrait où Charlotte évoque la possibilité à laquelle certains parents recourent de recruter à une AESH privée pour leur enfant, un énième facteur d'inégalité. Dans tous les cas, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le sujet et sur ce beau métier qu'est accompagnante des élèves en situation de handicap. On remercie Malika et Charlotte pour leurs éclairages précieux et on leur souhaite bien du courage pour la suite. Vous trouverez dans l'article du blog des liens pour approfondir le sujet, de la ressource en information, voire pour rejoindre le tissu associatif déjà engagé pour la défense des droits des personnes handicapées ou autistes. Notamment le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, le collectif pour la liberté d'expression des autistes, Handisocial, ou encore les Dévalideuses, un collectif féministe et anti-validiste. Ce sujet concerne tout le monde et vous l'avez compris, son absence dans le débat public, comme son traitement ou son non-traitement par le gouvernement, tout cela dit énormément et de notre regard sur les femmes qui s'engagent dans ce métier d'AESH et de notre regard sur le handicap et sur l'autisme, bref, sur la différence. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve en 2025 pour de nouveaux épisodes. En attendant, je vous dis à l'année prochaine et je vous souhaite de très belles fêtes. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.